bienvenue à cette nouvelle table ronde du Forum Zéro Carbone. Pendant cette séquence, on va parler d'un sujet qui est presque oublié finalement dans le débat sur la transition énergétique, puisqu'on entend parler beaucoup évidemment du gaz, du nucléaire, des éoliennes, des panneaux solaires. On entend beaucoup parler de sobriété aussi. Donc autant de sujets qui cristallisent les tensions pendant la crise de l'énergie qu'on est en train de vivre, avec la fameuse question est-ce qu'on va pouvoir se chauffer cet hiver et surtout à quel prix? Mais pour y répondre, on aborde finalement peu une question, celle des réseaux de chaleur dans les villes. Alors certes, ce n'est pas forcément un sujet très clivant puisqu'on parle principalement de canalisations souterraines, invisibles sous nos pieds. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire, surtout au moment où on voit qu'on risque de manquer d'électricité et que le tout électrique ne sera pas forcément la solution. Alors tout le monde n'est peut-être pas familier avec ce que sont les réseaux de chaleur. Ce sont en fait des systèmes de distribution de chaleur dans les logements, dans les bureaux, dans les commerces, produites de manière centralisée dans une chaufferie qui se trouve sur un territoire dédié. Et le but évidemment, c'est que cette chaleur centrale, qui va ensuite venir se déployer dans nos canalisations d'eau pour arriver jusqu'à nos radiateurs, soit d'origine locale et décarbonée. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et on va pouvoir en discuter avec 3 intervenants, peut-être 4, parce qu'il y en a un qui est en retard, qui nous rejoindra peut-être après. Donc Rana Adib, vous êtes directrice exécutive de REN21, un groupe de réflexion internationale sur les énergies renouvelables. Et Alexis Goldberg, vous êtes directeur du marché réseau de chaleur chez Engie Solutions. Il y aura aussi Christophe Ferrari, qui est président de la métropole de Grenoble, qui nous rejoindra en visio en cours de route quand il sera disponible. Il parlera un petit peu de ce qui se passe sur la métropole de Grenoble, qui est un des territoires où il y a le plus de réseaux de chaleur qui se développent en France. Alors pour commencer, je vais me tourner vers vous, Rana Adib. Finalement, quel est l'intérêt des réseaux de chaleur aujourd'hui, puisqu'on pourrait se dire, bon, il faut décarboner, donc tournons-nous vers des chauffages électriques alimentés par des panneaux solaires, par des éoliennes, par des barrages, du nucléaire, etc. En fait, pourquoi il faudrait garder une part de chauffage thermique dans nos villes ? Merci beaucoup pour la question. Je pense que déjà pour démarrer, c'est important de se rendre compte qu'on parle justement souvent de l'électricité et quand on regarde notre consommation énergétique, c'est seulement 20% de l'énergie qu'on consomme. On consomme plus de 50% pour le chaud et 30% pour les transports. Et les 50%, c'est environ 50% sur les bâtiments et 50% en fait dans l'utilisation industrielle. D'où déjà l'intérêt qu'on a besoin de vraiment regarder en fait comment on va décarboner la chaleur qu'on consomme. Ça, c'est un aspect très important. L'autre aspect, quand on regarde l'électricité ou les énergies renouvelables et justement le passage vers quelque chose de plus efficace et renouvelable, on a à peu près une part de renouvelable en fait dans la demande électrique de 26% au global. Quand on regarde la chaleur, on est plutôt à 11% et demi. Du coup, ça montre déjà qu'en plus, c'est un secteur qui est vraiment en arrière. Et ça s'explique vraiment de la part de l'attention politique que les gouvernements portent, les gouvernements nationaux portent en fait à ce secteur. Et d'où aussi l'intérêt en fait de voir les villes. Et maintenant, ça nous amène clairement aux réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur, c'est vraiment une infrastructure qui permet d'accélérer en fait la décarbonisation de la chaleur qu'on consomme. Parce qu'il y a justement une décentralisation, c'est ancré localement et on se rend compte aujourd'hui que le tout électrique sur le chauffage n'est pas possible parce qu'on a tant de besoins de décarboner et du coup on a besoin de vraiment regarder les différentes solutions qui existent, c'est-à-dire la biomasse, la géothermie, effectivement l'éolien, le photovoltaïque, le solaire thermique et ce sont justement des technologies, les technologies thermiques peuvent être couplées du coup à des réseaux de chaleur et faciliter la décarbonisation de la chaleur, mais également du froid jusqu'à un certain degré, des industries locales et des bâtiments. Voilà. Et j'imagine que c'est aussi un vecteur, le mot est vraiment à la mode, on l'entend de plus en plus de souveraineté énergétique. Alexis Goldberg ? Oui, complètement. Souveraineté énergétique et puis je parlerai aussi de sécurisation énergétique. Souveraineté parce qu'on va pouvoir organiser sur son territoire finalement la recherche de ressources locales que l'on va exploiter. On parle beaucoup d'énergie renouvelable et on dit aussi énergie renouvelable et de récupération. Et moi, je veux insister sur l'énergie de récupération ou chaleur fatale parce que si on ne l'utilisait pas, elle serait perdue. Et les réseaux de chaleur sont un véritable levier d'utilisation massive de ces ressources que l'on va pouvoir prélever soit chez des industriels qui seraient à proximité, par exemple, d'une collectivité,
ou également d'usines de valorisation énergétique. Donc évidemment, la crise que l'on connaît, les crises que l'on connaît, crise climatique, il ne faut pas l'oublier celle-là, crise énergétique, je ne vais pas dire toute nouvelle, mais qui est malheureusement mise en exergue, et puis aussi crise du pouvoir d'achat. Et il faut aussi que la chaleur renouvelable soit compétitive, désirable et abordable. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide état des lieux de ce que ça représente en France? C'est pas si connu que ça finalement, les réseaux de chaleur pour les non-initiés. Et ce que ça représente donc en termes de chauffage des Français, est-ce que ça représente en termes de part de sources énergie renouvelable et de récupération et de part gaz? Parce qu'on sait qu'il y a des réseaux de chaleur qui restent aujourd'hui alimentés par des énergies fossiles. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous faire, je vais donner quelques chiffres et repères. Aujourd'hui, la chaleur par le biais des réseaux de chaleur en France, c'est à peu près 30 TWh. Hein. La chaleur eau globale en France, c'est 670 TWh. Donc vous voyez ce qu'on représente, les réseaux de chaleur, c'est 4 à 5% aujourd'hui de la chaleur délivrée. Ces 900 réseaux vont avoir un mix énergétique qui est relativement significatif. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est à 62,6% d'énergie renouvelable et de récupération utilisée dans les réseaux de chaleur. Et il reste effectivement encore une part fossile de plus de 30% et qui doit diminuer au fil du temps. Alors la tendance, c'est évidemment une tendance au verdissement, mais c'est également aussi une tendance à la croissance en termes de nombre de chaleurs. Juste là aussi 2 chiffres. En 2009, il y avait 400 réseaux de chaleur en France. 2019, 800 réseaux de chaleur. Là, on est à 900. Et on a mené une étude. Donc, c'est plusieurs instituts, bureaux d'études, associations de promotion des réseaux de chaleur et de froid en France, qui en fait ont conduit une étude qui met en exergue 1300 réseaux qui pourraient se créer d'ici 2030 et 300 réseaux qui pourraient être étendus, doublés et verdis. Donc ça veut dire que d'ici à 2030, on peut doubler le parc de réseaux de chaleur en France et d'ici à 2050, on peut encore le doubler pour atteindre à peu près 100 TWh de chaleur qui pourraient être délivrés par cette solution locale, renouvelable. Il y a un gros potentiel, effectivement, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en retard sur les objectifs qu'on s'est fixés en la matière? On a entendu récemment que la France était en retard sur les renouvelables, de manière générale, dans la part de la consommation globale. Sur les réseaux de chaleur, on en est où concrètement par rapport à nos objectifs? Alors, on n'est pas en avance. On n'est clairement pas en avance, notamment par rapport à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Aujourd'hui, on est à 17,8 TWh de renouvelables. Si on fait une projection en 2023, on devrait être à 19 quand on nous attend à 24. Et si on prend la même courbe, on sera à 26 TWh quand on devrait être à 39 TWh. Donc là, il va être primordial d'accélérer. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. C'est-à-dire que les précurseurs, ce sont les territoires. Là, il y a une véritable prise de conscience. Vous parliez de souveraineté énergétique, souveraineté et sécurisation. On a envie, les territoires ont envie aujourd'hui de produire leur propre énergie. Enfin, je veux dire, il y a un vrai sujet par rapport à la dépendance évidemment aux fossiles. Il faut décarboner massivement. Et ce qu'il faut comprendre dans cette solution, vous le disiez, on ne la voit pas. C'est une ou plusieurs unités de production d'énergie qui sont mutualisées. On va mutualiser les énergies. Et pour que vous compreniez, un réseau de chaleur, ça peut se déployer en un temps record. C'est-à-dire qu'entre 18 à 24 mois, vous allez décarboner un territoire qui fera à peu près une ville de 30 000 habitants. Vous allez éviter 20 000 tonnes de carbone par an sur 20 à 30 ans. Et ça, c'est considérable. C'est-à-dire que ça a un impact immédiat et massif.
Mais si on double ce qu'on fait déjà, j'imagine qu'il va se poser aussi la question des énergies, des intrants qu'on utilise. Aujourd'hui, donc vous l'avez dit, on utilise beaucoup de la récupération des déchets, donc des usines d'incinération qui créent de la chaleur fatale qu'on va récupérer. On utilise aussi beaucoup de biomasse, donc du bois qu'on brûle par exemple, notamment. Est-ce qu'il va se poser à un moment la question du bien fondé de l'utilisation de ces intrants? Est-ce qu'on va pouvoir brûler tout le bois qu'on veut ou est-ce qu'on va pouvoir avoir autant d'usines d'incinération des déchets qu'on veut, ou est-ce que de toute façon la question ne se poserait pas avant un niveau qu'on est très loin d'atteindre? Alors, déjà, heureusement, on n'a pas épuisé tout ce qu'il y a à prendre, et on parle bien de renouvelables. Hein. On est sur de la circularité d'énergie. Hein. Les déchets, ils sont générés, ces déchets, ensuite, ils sont incinérés. On en fait à la fois de la thermie et aussi de l'électricité. Je reviendrai sur la partie électrique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment à une période charnière où les technologies évoluent encore. Dernièrement, alors, juste pour parler d'Engie Solutions, on opère 150 réseaux de chaleur en France. Ces 150 réseaux, c'est à peu près la moitié de la chaleur qui est délivrée en France. On exploite énormément de biomasse, mais également des géothermies. Et on est en train de se rendre compte qu'on exploitait beaucoup de géothermie profonde. On allait creuser à des hauteurs qui sont à peu près 6 fois la tour Eiffel pour aller chercher une ressource à plus de 60 degrés. Et il y avait certaines ressources qu'on ne pensait pas exploitables. Les techniques et les technologies ont évolué pour maximiser la récupération de ces ressources. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que les technologies évoluent encore et on va vers d'autres sources d'énergie de récupération. Je crois qu'on a parlé des eaux usées. Il y en a encore d'autres qui sont en train d'émerger. Donc je ne pense pas qu'il y ait un vrai problème d'intrants quand vous représentez 4 à 5% de la part de marché finalement de la chaleur renouvelable. Je pense qu'aujourd'hui, le chiffre moyen en Europe, c'est à peu près 12% de chaleur qui sont délivrés par les réseaux de chaleur. On peut très bien atteindre 20 sans qu'il y ait de problème. Rana a dit peut-être. Oui, éventuellement. Là-dessus, je pense qu'il faut clarifier que c'est pas parce qu'on a un réseau de chaleur qu'on est directement sur du renouvelable. Aujourd'hui, dans le monde, les réseaux de chaleur représentent 6,8% environ de la chaleur. Et on a seulement une part de 5,7% qui soit renouvelable. Ce qui fait qu'il y a déjà une première étape aussi pour décarboner. Il y a effectivement le déploiement en fait, de réseaux de chaleur, mais il y a aussi l'autre part qui est utiliser les réseaux de chaleur qui sont là et basculer en fait l'énergie fossile vers l'énergie renouvelable. Et il y a un potentiel massif parce qu'ici on parle effectivement d'une ressource qui est ancrée dans les territoires. Il y a la possibilité sur la circularité d'utilisation de déchets organiques, un couplage entre les besoins dans les bâtiments et les villes et l'industriel. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut clarifier. Ça signifie aussi qu'au niveau politique, les objectifs et les politiques qui sont mises en place signifient également, vous parliez du prix en fait des réseaux de chaleur ou bien de la chaleur qui provient des réseaux de chaleur. Mais on a besoin de parler de chaleur qui provient des réseaux de chaleur renouvelables, je dirais. Ça signifie clairement qu'on a besoin d'enlever et de réduire, c'est une réalité aujourd'hui, les subventions qui partent dans le fossile. Aujourd'hui, dans le monde, on paye 11,11 millions de dollars de subventions dans le fossile par minute. Ça correspond à 7% en fait, du BIP global. Ce qui fait qu'il y a vraiment un potentiel très important et partir là-dessus signifie aussi que le basculement en fait, aura lieu dans les réseaux de chaleur. Est-ce qu'il y a une question qui se pose, question un petit peu précise sur les chaufferies au bois? On a vu ces derniers jours qu'il y avait des questionnements sur les particules fines du bois brûlé, mais le bois brûlé plutôt chez les particuliers dans des conditions un petit peu parfois pas très encadrées. Est-ce que les réseaux de chaleur permettent aussi de répondre à cette question-là des particules? Oui, complètement. Alors effectivement, il y a un amalgame à ne pas faire entre une cheminée à foyer ouvert et une installation de type industriel qui prévoit justement tout un tas de dispositifs et de process de filtration qui eux-mêmes répondent à des normes et qui sont en surveillance constante, heureusement, je dirais, par l'État, et dont, je dirais, les performances des constructeurs sont bien en deçà des limites de valeurs limitatives de polluants et de particules. Donc ça, c'est plutôt un sujet qui n'en est pas un. Mais justement, par méconnaissance,
méconnaissance des réseaux de chaleur et des unités de production que l'on utilise justement pour produire cette chaleur. Finalement, on a l'impression que les réseaux de chaleur ont énormément d'avantages. Pourquoi finalement ils ne sont pas plus déployés que ça? Est-ce que c'est au niveau du modèle économique qu'il y a un souci? Est-ce que c'est au niveau des aides? Est-ce que c'est au niveau de la volonté des élus locaux? Pourquoi on n'a pas plus de réseaux de chaleur en France et pourquoi il n'y a pas plus de réseaux de chaleur renouvelables, même s'il y en a quand même beaucoup? Alors, il y a beaucoup de questions. Pourquoi il n'y en a pas plus? Ça fait aussi appel à l'histoire. Hein. Les réseaux de chaleur, ça existe depuis les années 30, et puis on a vu cette accélération depuis une dizaine d'années. Le premier guide, à un moment donné, c'était un signal prix. Et puis ensuite, ça s'est déporté sur un signal environnemental. Et puis maintenant, ça arrive aussi sur un signal, finalement, planification, sécurisation énergétique. Donc une équation qui n'est pas simple. Il est très clair qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience de la fragilité qu'ont les territoires par rapport à l'énergie. Les avantages, on les a déjà exposés. Il est évident aussi que quand on veut faire du renouvelable, il faut que ce soit abordable. Et pour ça, il y a des politiques de soutien. Hein. Je veux dire, l'ADEME est là et soutient les projets. Cette année, à hauteur de 520 millions d'euros qui vont être reconduits. Non, c'est pas assez. Très clairement, c'est pas assez. On le dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fameux 1300 réseaux qui doivent être créés d'ici à 2030 et les 300 qui doivent être étendus et verdis, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est 20 à 25 milliards d'euros d'investissement à mobiliser pour pouvoir les réaliser. 20 à 25 milliards d'euros, c'est à peu près l'équivalent du bouclier tarifaire qui a été utilisé sur une année. Pas que pour la chaleur, il y a eu aussi pour la mobilité. Mais vous voyez un peu l'ordre d'idée. Est-ce que... Vous vouliez... Éventuellement, pour ajouter quelque chose, quand on regarde les pays en fait qui ont beaucoup de succès en fait à développer la chaleur renouvelable et aussi les réseaux de chaleur, on voit qu'il y a vraiment une cohérence entre la politique gouvernementale nationale au niveau national, mais aussi locale. Du coup, ça, je pense que c'est quelque chose, surtout quand on parle des réseaux de chaleur, d'important à appuyer parce que sur les réseaux de chaleur, on se retrouve sur deux aspects. Il y en a un qui est clairement sur la génération de l'énergie, de la chaleur, la production de la chaleur, et l'autre partie qui est la distribution de la chaleur. Et effectivement, les modèles économiques et souvent les responsabilités, justement, au niveau des gouvernements, peuvent être différentes sur la production de l'énergie, contrairement à la distribution. Ce qui fait cette collaboration entre, je dirais, les gouvernements nationaux, les territoires et les villes est vraiment très, très importante. Quand on regarde des cas comme l'Islande, la Suède, qui sont précurseurs, le Danemark, effectivement, on va voir qu'il y a une forte coopération. Il y a justement des aides aux différents niveaux des gouvernementaux, mais il y a également une ressource locale qui est exploitée, soit la géothermie ou bien en fait la biomasse. Mais pourquoi on a l'impression que dans l'Europe du Nord, vous avez un petit peu répondu, mais c'est beaucoup plus développé? Est-ce que c'est qu'il y a une volonté politique plus tôt sur ces sujets-là? Est-ce que c'est qu'il y a plus de gisements? Mais je pense pas. Enfin, comme vous l'avez dit, on a beaucoup de gisements en France pour faire de l'énergie décarbonée. Comment ça se fait qu'ils sont précurseurs sur le sujet et nous, qu'on paraît à la traîne finalement? Je veux dire, je pense qu'il y a différentes portes d'entrée et bien différentes raisons pour ça. D'une part, effectivement, dans ces pays-là, il y a une ressource très, très présente. Je veux dire, l'Islande est à du 100% renouvelable aujourd'hui parce qu'il y a justement la géothermie pour tout ce qui est les domaines, l'utilisation thermique. Du coup, ça facilite effectivement le passage au 100% renouvelable. Il y a des besoins qui sont effectivement dans le Nord, le besoin de chaleur qui est sûrement différemment présent et a été historiquement différemment présent que probablement dans l'hémisphère sud. Et du coup, il y a aussi une autre attention politique parce que c'est une question de bien-être
des citoyens et des électeurs. Du coup, il y a ça. Et il y a une troisième part qui est clairement une stratégie politique, une stratégie industrielle. Et effectivement, où vous parliez en fait de l'historique, où je pense les choix qui sont faits au niveau historique, en fait, les choix énergétiques qui ont été faits à ce niveau-là et industriels ont un impact sur les réalités qu'on rencontre aujourd'hui. Et du coup, dans ces pays-là, le renouvelable a été en avant déjà depuis 20, 30, 40 ans. Après, je voudrais compléter parce qu'on pourrait croire qu'on n'est pas sur la bonne voie. Je pense qu'on est quand même sur la bonne voie parce qu'il y a tout un tas de signaux. Alors, je parlais du fonds ADEME qui est doté de 520 millions. Il y a quelques années, c'était nettement moins. Donc, il y a une véritable volonté de l'État et des organismes étatiques qui nous soutiennent de croître sur les réseaux de chaleur. Autre phénomène, c'est qu'il y a un dispositif aussi réglementaire, le classement des réseaux, qui est tout récent, qui sera effectif dès juillet 2023, qui va en fait obliger tous les bâtiments neufs ou ceux qui feront leur rénovation avec changement de moyens de production de se raccorder à un réseau de chaleur à plus de 50% ENR. Et voilà, et ça c'est tout un tas d'aides, plus les aides aussi des certificats d'économie d'énergie pour des raccordements express, là, dernièrement. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience, une vraie dynamique, un support. Maintenant, ça ne dépend pas que de l'État, ça dépend des territoires, ça dépend aussi des opérateurs, parce qu'on est là pour accompagner les territoires, pour leur proposer aussi des projets, les financer, les designer, les opérer, voilà. Mais ça part aussi des citoyens. Et moi, je suis très content d'être parmi vous pour parler d'un sujet que les gens connaissent peu, ce sont les réseaux de chaleur. C'est une infrastructure urbaine que l'on ne voit pas. On s'est tellement échigné à vouloir que ce soit tellement bien intégré dans le paysage et à ce que les réseaux soient invisibles, qu'on n'en entend pas parler. Ça fonctionne bien, on n'en entend pas parler. Au contraire, il faut qu'on en fasse une vraie promotion parce que c'est une solution vertueuse qui, je le rappelle, est la seule qui utilise ces énergies de récupération, mais également des énergies locales. Justement, ça vient en partie des territoires. Je vois qu'il y a Christophe Ferrari qui nous a rejoint, donc le président de la métropole de Grenoble. Grenoble, où beaucoup de réseaux de chaleur se sont développés, donc à la fois un grand réseau de chaleur urbain et plusieurs petits sur le territoire de la métropole, pas forcément dans la ville en tant que telle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe à Grenoble? Pourquoi vous êtes précurseur sur cette question des réseaux de chaleur? Petit problème de son, apparemment. Je laisse la régie régler ça. En attendant, peut-être que vous avez un exemple à l'international. Vous aviez parlé de Malmö en Suède, il me semble, Rana Adib. Oui, je pense que Malmö est vraiment intéressant parce que, après, effectivement, on se retrouve dans un pays qui est précurseur à ce niveau-là, mais intéressant parce qu'ils ont vraiment mené la transition énergétique comme quelque chose de systémique, je dirais, et ancré dans les territoires, c'est-à-dire avec, d'une part, la partie électricité, la partie chaleur industrielle et chaleur bâtiment, et les transports. Et du coup, ils ont, dans l'intégration, il y a vraiment une analyse territoriale des besoins des différents types d'énergie ou du service énergétique, d'une part, et également des ressources. Ce qui fait, par exemple, tout ce qui est incinération, ce sera, parce que vous parliez de l'utilisation fatale, effectivement, les usines d'incinération, bien que non renouvelables, c'est quand même une énergie, en fait, très, très importante dans les réseaux de chaleur. Et du coup, il y a un ancrage très important avec clairement la coopération aussi avec les industries existantes et un fort ancrage, je pense, dans tout ce qui est aménagement urbain et territorial, notamment, et je pense que c'est très important ce que vous disiez, on parle justement d'une part des villes, la part des villes qui existent déjà, mais la ville qui grandit en continu. Et du coup, effectivement, la base doit être de créer des réseaux de chaleur, en fait, dès l'entrée. Et ça, c'est quelque chose qui a été impliqué à Malmö. Et est-ce que vous pensez tous les deux que la crise de l'énergie, le fait que les énergies fossiles deviennent tellement chères, tellement inaccessibles, et sûrement pour longtemps malheureusement, va accélérer ce mouvement dont on a besoin? Bon, je vais dire, pour moi, les crises, c'est toujours aussi une source d'opportunité.
et l'histoire le montre. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a une question de prise de conscience, il y a un impact, ça touche le porte-monnaie de chacun, des villes, des transports urbains, des industries. Et du coup, on est beaucoup plus prêt à revenir sur des normes du passé et trouver de nouvelles solutions. Du coup, effectivement, il y a une accélération à ce niveau-là. Il y a une autre accélération, et c'est pas uniquement lié au prix, mais c'est aussi la fluctuation en fait des prix. Je ne sais pas quelle est la part en fait de la consommation de l'énergie, en fait le coût que ça représente dans les réseaux de chaleur, dans les transports par exemple. C'est basculé aujourd'hui au niveau global. D'abord, on avait le personnel qui était le premier poste de coût. Après, c'était l'énergie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de réseaux de transport où ça a basculé et l'énergie est en fait le premier poste. Et du coup, il y a une vraie question aussi sur la gestion du coût énergétique, ce qui fait, ça crée effectivement une opportunité. Et ça crée une opportunité aussi pour la création de valeurs locales, d'emplois locaux, etc. Et du coup, je pense que, oui, in fine, on y gagnera. Oui, complètement. Mais je ne vais pas vous paraphraser, mais on parle beaucoup de réindustrialisation. Je pense qu'il faut aussi une relocalisation énergétique. C'est créateur d'emplois non délocalisables, très clairement. Voilà, effectivement, une crise, c'est facteur d'opportunité. Voilà. Il y a un signal prix, il y a un signal sécurisation d'approvisionnement, et il y a aussi tous les effets induits qui sont des effets bénéfiques, justement, sur l'emploi. On me fait signe que ça a l'air d'être réglé au niveau de Monsieur Ferrari. Alors, je ne sais pas si c'est bon. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, on vous entend. Parfait, désolé, mes excuses. Bon, c'est pas votre faute. Donc, peut-être expliquer ce que vous faites au niveau de la métropole grenobloise sur les réseaux de chaleur, comment vous avez évolué sur cette question. Merci en tout cas, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous, même en distanciel. J'aurais aimé être en présentiel, mais cela n'a pas été possible. Je vous salue évidemment et merci pour cette initiative qui est particulièrement intéressante. Alors, l'histoire de Grenoble est une histoire qui est fortement liée à cette question des réseaux de chaleur. Et effectivement, nous sommes le deuxième réseau de chaleur de France. Et la métropole, elle s'est fixée pour ambition à l'horizon 2030 de réduire d'au moins 22% les consommations énergétiques du territoire, de 30% la consommation d'énergie fossile, et tout en augmentant le recours aux énergies renouvelables et de récupération de plus de 35%. Pour mettre en œuvre ces objectifs, nous pouvons notamment justement compter sur un outil majeur, et ça a été dit tout à l'heure par Alexis Goldberg, un outil majeur qui est tout simplement la question du réseau de chauffage urbain. Et en plus, nous, Grenoblois, avec une ressource locale qui est proche, à moins de 100 km autour de nous, c'est le bois. Voilà, et justement, nos prélèvements actuels et projetés qui vont demeurer inférieurs au niveau de la régénération de la forêt. Là aussi, ce qui montre que le cycle a été étudié dans sa globalité. Nous avons là, avec ce réseau de chauffage urbain, une véritable pépite que nous faisons grossir et que nous verdissons fortement. D'abord avec le dernier né, la dernière centrale qu'on a baptisée avec un nom de super-héros qui s'appelle Biomax, parce que finalement les héros des temps futurs sont les héros, je dirais, d'énergie renouvelable, qui est une chaufferie bois XXL, qui fonctionne en cogénération et qui est venue remplacer une vieille chaufferie au fioul lourd qui était sur le site de la presqu'île de Grenoble. Et puis, on a eu le raccordement du réseau de chaleur à un gros producteur de chaleur qui, jusqu'à maintenant, envoyait cette chaleur, je dirais, à l'atmosphère ou aux oiseaux. C'est le raccordement à la plateforme chimique de Pont-de-Clay, qui a permettant notamment de récupérer de l'hydrogène fatal, de fournir de la chaleur à la plateforme en été lorsqu'elle en a besoin, puisque notre réseau est connecté à cette usine, à notre usine d'incinération, et à l'inverse, à la plateforme chimique de délivrer de la chaleur à notre réseau en hiver, ce qui aussi rééquilibre territorialement du nord au sud cette production-là. Avec son extension de ce réseau, notamment avec le campus universitaire,
où on va raccorder plus d'une centaine de bâtiments qui vont être raccordés à ce réseau. C'est un pas supplémentaire qui est vraiment conséquent sur le territoire pour l'accélération de la transition énergétique, pour la lutte contre la précarité énergétique de nos jeunes notamment, et pour la maîtrise des factures d'énergie. On sait que c'est un sujet particulièrement sensible en ce moment. Et puis, bien sûr, pour la réduction de notre dépendance au carbone, aux énergies fossiles en général et au carbone. Ce projet permet de remplacer de vieilles chaudières gaz, notamment sur le campus, par de la chaleur renouvelable et de diviser par 4 les émissions de CO2 qui sont liées au chauffage des bâtiments. Demain, projet que nous avons validé, que nous engageons, c'est la suppression du charbon à la chaufferie de la Poterne, autre lieu de production de chaleur pour le réseau, et en remplacement, le recours à des déchets de bois. Biomax et la Poterne, ce sont 2 équipements pour lesquels la métropole aura investi en 2 mandats de près de 100 millions d'euros. Illustrant pour nous la priorité que constitue évidemment la transition énergétique pour la métropole, une transition qui doit aller de pair, et nous y consacrons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui doit aller de pair avec la justice sociale, la qualité de vie, l'emploi local, l'attractivité de notre territoire, y compris évidemment économique. Donc beaucoup de projets. C'est tout le sens de cette extension et du verdissement de notre réseau de chaleur qui s'étend sur 7 communes, je voudrais le rappeler, et qui est raccordé aujourd'hui à des centaines de bâtiments publics, des logements sociaux, des entreprises, le CHU. Et bon, voilà, je ne vous en fais pas, mais c'est un maillage qui est énorme pour nous, qui est une vraie stratégie, un vrai outil. Ok, donc vraiment beaucoup de choses qui se passent sur votre territoire, qui se sont passées, et beaucoup d'objectifs effectivement pour arriver aux 100% renouvelables au niveau de la chaleur thermique, comme vous l'avez dit. On va devoir malheureusement s'arrêter là, on arrive déjà au bout. Je suis désolée que vous ayez pu intervenir qu'à la fin, excusez-moi. Mais merci beaucoup à tous les 3 en tout cas pour vos explications. Merci à vous. Merci bien. Merci. Merci et bonne continuation. Merci infiniment.